Parce que les autres ont travaillé pendant 43 ans. On a déjà jugé leur travail. Ils pouvaient faire mieux, mais n'ont pas pu faire mieux. Mais les autres peuvent encore prendre après. Qui sait? Qui va prendre? Il y a élection. Les mêmes là. On ne sait pas qui va gagner. Les mêmes. Ils peuvent continuer. Non, je vous assure. Si les mêmes là prennent, c'est que les enseignants sont finis. Je crois. Pourquoi finis? Je dis qu'ils sont finis parce que. Pourtant, il y a des promesses. Même si le Saint-Esprit touche leur cœur, ils ne pourront pas faire différemment. En fait, ils ont atteint ce qu'on appelait le point de non-retour. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent qu'avancer. Le point de saturation. C'est le point de saturation. C'est qu'un ancien, quand il y a plus de 20 ans de service. Ils ne peuvent plus, plus rien faire pour innover en quoi que ce soit. Je vais vous prendre l'exemple simple. Donc, il est urgent, Raoul Lemopi, de penser à la fois au lycée de l'enseignement général, au lycée de l'enseignement technique, mais même au lycée polyvalent. Oui, à des lycées polyvalents. Parce que quand le docteur Niamsi oui. a évoqué une situation, maintenant il évoquait le bien-être des travailleurs. Moi, par exemple, je suis en train d'aller, dès l'année prochaine, c'est-à-dire en 2026, moi j'aurais atteint mon plafond. Mon plafond indice, c'est-à-dire j'aurais atteint l'indice 1140. Et j'en ai encore pour plus de 10 ans de travail, c'est-à-dire je vais travailler sans avancement. Vous croyez que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Et nous crions de ces choses-là chaque année. Et c'est l'un des points d'achoppement entre le cadre d'en face, c'est-à-dire le gouvernement, et nous, les syndicalistes. On s'est dit, mais les autres sont à l'indice 1400. Pourquoi si les enseignants s'arrêtent à 1140, quand on sait même ils vont même jusqu'à 1600. Il y en a qui vont même à 1600. Quand on sait par exemple que vous savez que les enseignants commencent à travailler étant très jeunes. La moyenne aujourd'hui, pour parvenir à l'indice 1140 aux enseignements secondaires, c'est 44 à 46 ans. C'est-à-dire plus de la moitié des travailleurs ont atteint leur plafond. Vous avez encore 14 ans de service. Vous allez rester comme ça là. Les charges augmentent à la maison. Le salaire n'avance pas. Vous avez le problème de maladie. La posture debout qui crée la et lorsque vous n'aviez pas une nomination, c'est encore très grave. Là-bas, alors, c'est la catastrophe. Non, mais je dis aussi la nomination est dangereuse parce que la nomination focalise l'attention des prédateurs sur vous. Mais ça fait augmenter un peu le salaire, non, ça vous oblige à tremper. Mais le salaire augmente quand même. Collègues, quel salaire, combien? 15, le profil de carrière voudrait que la satisfaction... On parle pas tous au même moment. Chers collègues, le profil de carrière dans notre corps de métier voudrait que la satisfaction psychosomatique se fasse lorsque l'État en place vous confère à certains postes de responsabilité pour pouvoir au moins ce que j'aurais appelé la flatterie de la profession. Moi, je pense qu'après avoir eu 22-23 ans de service, je suis appelé à être responsable et à transmettre ce que j'aurais appelé sur l'éthique et la déontologie du service public. Il ne faudrait pas que un enfant que j'ai eu à enseigner arrive, me trouve dans la fonction et est directement nommé pour le simple prétexte qu'on dise la nomination est discrétionnaire. Nous le voulons bien. C'est proviseur de 10 ans de service, c'est directeur de 7 ans de service. Est-ce que c'est ce que ces inspecteurs de 3 ans de service? Est-ce que le manifeste de la fonction publique dans notre corps de métier l'avait dit? Non. Nous passons. Mais ils peuvent être plus compétents que vous, qui sait? Est-ce que ce sont les années sur le terrain qui font automatiquement la nomination? Madame, je vais vous répondre. Nous avions la chance d'avoir fait ces concours sur le critère de la compétence. Et nous pensons avoir atteint ce qu'on appelle dans les salles de classe le critère didactique de l'enseignement dans la transmission, ce qu'on appelle la psychopédagogie. Alors, lorsque vous aviez enseigné pendant 15 à 20 ans, il n'y a pas de doute de croire que vous n'êtes pas appelé à devenir soit surveillant, soit censeur, soit professeur dans le lycée. Et quand vous ramène quelqu'un qui a 4 ans de service, être sorti le compte normal, il y a de cela 2 ans, et viennent être un proviseur de lycée, un directeur de CS, ne sachant même pas comment remplir les fiches d'évaluation de ses pairs. Autant de choses. Maintenant, c'est parmi des problèmes que les gens veulent greffer et pensent que ce n'est pas des vrais problèmes. Le vrai problème, c'est que le 8 septembre, tant que ce gouvernement ne parlera pas franc jeu avec le mouvement syndical du Cameroun, regroupant tous les enseignants, je pense qu'il est de bon ton que les enseignants puissent commettre une vraie lettre. Et que cette lettre-là, et qu'on ressente cela au plus profond du Cameroun, et qu'on comprenne que l'enseignant est ce qu'on aurait appelé l'homme qui est à l'étrier et qui forme pour le fer de lance de la nation. Je voudrais avoir votre avis, docteur Niamsi Poudi, sur les propos de Raoul Lemopi tout à l'heure. Il revenait sur un rapport de l'Institut national de la statistique qui faisait état d'une faible capacité entrepreneuriale des étudiants. On sait au niveau de l'enseignement supérieur que récemment, je crois au mois de février-mars, on a eu des docteurs
PhD qui ont manifesté, réclamant le travail, demandant le recrutement au ministère de la fonction publique, à l'État du Cameroun même, dénonçaient une discrimination dans le processus de recrutement. Est-ce que ces manifestations-là, ces sorties d'un collectif qu'on a baptisé collectif des docteurs PhD chômeurs du Cameroun, ces sorties peuvent être justifiées par justement cette faible capacité entrepreneuriale des étudiants camerounais, même des élèves aussi, hein? Alors, les chers petits frères PhD, je vais répondre à les questions sur 2 grilles de lecture. La première grille. Bon, même s'ils ne manifestent plus, hein? Non, permettez-moi, la première grille. Ils vont manifester. Ils vont toujours manifester. Leur leader a dit que le problème a été résolu. Non, ce n'est pas le leader qui parle. C'est les images qui crèvent les yeux, qui démontrent la suffisance si, dans ces universités-là, il y a du grain à moudre. Je vais parler en français facile. Chaque chef de département et chaque doyen doit dresser la liste des enseignants qui manquent. Il est inadmissible que les enseignants sont en villégiature dans les ministères et les délégations régionales des ministères et laissent leurs heures de cours dans les universités. Ils veulent transformer ces jeunes-là comme des contractuels, des vacataires, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous faites cours au nom de quelqu'un. Il faut le décrire avec force. De 2, la loi de la fonction publique, que vous soyez contractuel, que vous soyez fonctionnaire décisionnaire, ne vous autorise pas à travailler au même moment dans 2 administrations. C'est-à-dire que si vous êtes docteur en agriculture et qu'au niveau du ministère, on vous a pris pour un projet, mais écrivez comme un bon citoyen et demandez que au niveau de l'université, on vous a employé, si ça tient, mais quand on recrute quelqu'un, parce que vous êtes déjà dans un projet au ministère, ce n'est pas ce que certains de nos aînés font, ce n'est pas ce que certains de nos collègues font. Ils sont au ministère et ils sont à l'université. Et comme ils sont dans l'ancrage politique, beaucoup sont présidents de sous-sections, beaucoup sont les élites des villages, beaucoup sont les amis de ce que j'aurais appelé les hommes de Yaoundé, ça pose un problème. Regardez un tout petit peu ce que l'État vient de créer comme université au Cameroun. Vous avez Ebolova et Bertoua. Garoua aussi. Hein. Il faut des enseignants. J'arrive sur Garoua. Garoua n'a pas de problème. Garoua n'a pas de problème parce que, de ce côté du Cameroun, on s'est fait ce qu'on aurait appelé le recrutement pour faire rejaillir le sentiment d'appartenance territoriale. Allez à Maro, allez à Garoua. Les universités vont à bon train. Mais lorsque vous arrivez à Bertoua, à Gaoudéré, on recrute le frère qui est en France, qui revient regarder lorgner le salaire et s'en va. Pourtant, il y a la ressource humaine qui se place au Cameroun qui aurait pu travailler dans ces conditions. Ça fait quoi? Ça bloque le recrutement. Parce que je vais vous dire, il est inadmissible que vous allez chercher vos enfants en Europe, vous allez chercher vos enfants je ne sais où, pourtant la ressource humaine, elle est sur place, elle demande à travailler, mais lorsque les listes sortent, vous recrutez quelqu'un qui est quelque part très loin, où le billet d'avion coûte 750 000 et qui ne viendra jamais. Les docteurs Piaget en ont ras le bol d'être toujours des vacataires, d'être toujours ce que j'aurais appelé des décisionnaires payés à la solde ou dans les enveloppes. Ils veulent le recrutement et que ce recrutement soit effectif. Mais pourquoi attendre le recrutement lorsqu'on peut, après avoir obtenu son doctorat, monter un projet, peut-être monter un business, ou alors la formation est faite de telle sorte que lorsqu'on obtient son diplôme, qu'on reste à la maison, on croise les bras et qu'on attende la réaction du gouvernement. Vous connaissez ce que c'est qu'une fuite en avant? Un enfant qui a fait géographie va monter un projet sur la climatologie. Non, c'est ce que je vais vous déposer comme question, sur la climatologie. Ça veut dire que la formation n'est pas adaptée. Non, la formation ne permet pas. La formation est même très bien adaptée. Il va monter un projet sur la climatologie. Il va parler sur le coefficient saisonnier des cultures au Cameroun et pour orienter certaines personnes. Mais est-ce que l'État va prendre en bonne et due forme ces recherches? Je vais vous prendre Mohamed Bello Moussa qui a écrit sur Boko Haram à l'Institut français de relations internationales. Est-ce que le pays a pris à bras le corps sa thèse qu'il a écrite sur les guerres de Boko Haram dans le Nord? Qu'est-ce qu'on en a fait? Dans les tiroirs. Quand ça plaît à qui de droit, on encense. Quand ça ne plaît pas, on met. Ce que nous avions eu à faire là, à l'école polytechnique de Douala, on forme. On fait beaucoup de bonnes choses. Mais lorsque vous formez l'enfant d'un fonctionnaire de rang à l'école supérieure polytechnique, cet enfant ressort avec un diplôme d'ingénieur de conception. Il faudrait bien
qu'au bout de son projet, qu'il dépose acquis de droit dans un ministère ou dans un département ministériel ou dans une délégation régionale pour que le projet soit subventionné. Mais quand c'est les autres enfants, c'est mention spéciale. Vous voyez un tout petit peu. Est-ce que le projet sera subventionné en bonne et due forme? C'est la question qui reste posée. Allez à Bonanjo, à la délégation du Minader, du Minepia, du Minagri. Regardez autant de projets que les enfants ont sortis de Bullier, avec des terminales en agriculture, sortis de la FASA. Ils ont déposé l'école technique d'agriculture de Dibombari. Ces enfants sont sortis avec des projets en végétation animale. Donc, je ne sais pas en quoi. Donc en gros, c'est un problème de suivi, il n'y a pas d'accompagnement après. Il y a des suivis, il y a des accompagnements, mais certains de nos frères prennent les projets de nos jeunes frères, les transforment et les utilisent à bon escient en donnant les rendez-vous à ces enfants devant les bureaux tous les jours. Merci, docteur Mpoudi. Olivier Kenny veut réagir. 1 minute, puis on va passer à la dernière partie de l'émission. Je voudrais revenir sur l'intervention concernant les ordres d'enseignement, l'enseignement privé surtout. En 1 minute, nous avons parlé de l'enseignement privé ici, mais je voudrais dire qu'il y a plusieurs qualités d'enseignement privé. Je pense qu'il faut qu'on revoie même encore cette histoire d'enseignement privé. Il y a des bonnes écoles, mais 90% sont des écuries. Si nous regardons encore le côté d'enseignement technique, et vous voyez ce qu'ils prennent aux élèves, il y a des enseignements techniques, il y a des collèges d'enseignement technique privé qui n'ont pas d'atelier. Mais ces écoles fonctionnent. C'est-à-dire on ne doit pas transformer l'école en un lieu de commerce. C'est-à-dire un commerçant a son argent et il vient investir dans l'école. Aussi longtemps qu'on ne fait pas comme dans la santé. Parce que pour avoir une clinique, il faut que tu t'associes d'abord. Tu peux ne pas être médecin, mais tu dois t'associer au médecin. Il faut que l'ordre des médecins te permette de le faire. Il est vrai que le Camerounais, dans sa générosité, enfin, dans son génie de mal faire, ont trouvé d'autres moyens pour créer ce qu'ils appellent des centres de santé dans les quartiers pour continuer à tuer les gens. L'ordre des médecins combat cela depuis, ça ne marche pas. Parce que le système pense aussi que ça résout le problème de chômage. Et puis, on ne peut pas, en voulant résoudre le problème de chômage, apporter la mort aux citoyens. Donc, aussi longtemps que n'importe qui peut avoir un espace, il a de l'argent, il met les bâtiments, il met la peinture, il met les carreaux, et il met les bancs à l'intérieur, et il fixe une pension, les gens viennent s'asseoir. Du matin au soir, on vomit ce qu'on peut vomir, on ramasse qui on peut ramasser, et on paye les enseignants jusqu'au mois de mars, on ne paye plus. Parfois en février, on ne paye plus les enfants. Parfois en février, l'école est finie. Ce n'est pas l'école. C'est noté. Il nous reste 10 minutes pour sortir de l'émission. On est à quelques semaines de l'élection présidentielle. L'OCOREC multiplie les concertations avec les candidats à l'élection présidentielle. On a vu des responsables du collectif avec Serge Espoir Matomba, candidat du PURS, Bello Bouba Maïgari de l'UNDP, Joshua aussi également du SDF. Ces rencontres, bon, pour le docteur Mpoudi, il faut véritablement que les enseignants prennent position. Est-ce que ces rencontres la visent effectivement à prendre position, à dire ouvertement qui vous soutenez, ou simplement à donner votre coup de main à ces candidats-là pour la surveillance des votes le moment venu? En principe, tous les candidats aux élections présidentielles sont des citoyens camerounais. Et un citoyen camerounais épris de justice qui a l'amour de la patrie doit désirer voir l'école de qualité. Nous ne le rencontrons pas seulement pour parler des élections. Déjà, cette rencontre avait commencé même avant qu'on ne pense à l'élection. Et je peux dire que nous avons commencé avec l'État. Parce que c'est qu'on a réussi à faire en mars, à partir du mois de mars avec eux. C'était pour éviter même qu'avant que l'élection présidentielle n'arrive, qu'il y ait encore des couacs. C'est-à-dire qu'il y a encore des problèmes entre l'école, la qualité d'école et puis ceux qui nous gouvernent. Mais ils ont continué dans leur mutisme et puis nous sommes arrivés là où on est arrivé. Parce que certaines personnes vont dire que c'est parce que l'élection présidentielle est arrivée que les enseignants sont en train de mettre la pression. Non, nous avons commencé ces concertations avant même qu'on ne parle de l'élection présidentielle. Et je peux dire que nous avons commencé avec les gouvernants. Nous avons rencontré d'autres leader des partis politiques avant. D'ailleurs, Maurice Kamto, il était encore président du MRC. Et le temps évoluant,
nous avons aussi décidé de participer aux élections présidentielles. Pas en décidant qui est-ce que les enseignants vont voter, mais puisque on parle trop du problème de la fraude, nous avons décidé de mettre sur pied une plateforme qui nous permet aussi de participer à la surveillance des élections pour nous assurer que ces élections se sont déroulées dans la justice et dans la paix. Alors ça fait partie des éléments qui nous amènent à rencontrer les différents leaders des partis politiques. Et candidats à l'élection. Oui, des candidats aux élections présidentielles. Et ensuite, nous avons fait un travail. Nous avons un projet pour l'éducation de qualité que nous parlons ici chaque fois. Et nous avons mis cela sous écrit, que nous proposons à tous les responsables au Cameroun, même les responsables des organisations, des ONG et autres, nous leur proposions en disant que, bon, nous, en tant qu'enseignants, nous avons observé les difficultés qu'on a pour avoir une école de qualité et pour pouvoir, pour le devenir d'une nation. C'est-à-dire pour avoir un bon devenir pour notre nation. Alors, nous avons mis sur pied cela. Donc, quand on leur rencontre, on leur propose aussi notre vision de l'école que nous pensons mieux pour le Cameroun en tant qu'acteur dans ces domaines, afin que ce secteur puisse accomplir les missions qui sont les siennes. Et votre vision pour l'école de demain, c'est laquelle? Qu'est-ce que vous attendez de ces candidats-là et du prochain président de la République? Ce que nous attendons du prochain président de la République et de ce candidat aussi, parce que peut-être que le nouveau président sortira. Nous attendons même que le RDPC aussi nous invite pour qu'on puisse leur présenter notre vision. Encore non, j'ai dit leur présenter notre vision. Ici, là, ce n'est plus le gouvernement, c'est le RDPC. Nous attendons qu'ils nous invitent pour que nous venions aussi leur présenter notre vision. Donc vous attendez l'invitation du candidat du RDPC? Nous attendons que le secrétaire général nous invite. En 31 ans, on n'a pas reçu les enseignants. Allez-y, Olivier Kenny, 1 minute pour sortir. Bon, ok. La vision que nous avons pour l'école, c'est l'école de qualité. L'école de qualité, c'est l'école qui forme vraiment pour qu'on soit utile pour la nation. Et une école de qualité ne peut pas se faire dans un cadre délabré, sans moyens, sans structure. Et que les acteurs ne sont pas motivés. Je pense que vous pouvez rester dans cette studio jusqu'à pareille heure et avoir toujours du sourire parce que vous connaissez la motivation. Donc c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous attendez. Hein? Vous attendez des candidats. Oui, Raoul Le Mopi. Et en passant, sur quoi doivent travailler? En passant, nous avons beaucoup épilogué sur cela avec le gouvernement actuel et eux-mêmes ils connaissent tout ce problème. Mais sauf que, à un moment donné, nous pensons que l'école est devenue un peu pour eux comme une vache à lait. C'est parce que, non, sur quoi doivent travailler? Malheureusement, on n'a plus le temps. Oui, je sais. Laissez-moi atterrir. On n'a plus le temps. Comment est-ce que les candidats peuvent payer aussi cher pour les dossiers des examens officiels et à la fin, on ne paye pas les acteurs qui ont corrigé ces examens, qui ont participé à l'organisation de ces examens. Et comment est-ce que le fils peut taxer les frais d'examen officiels alors que c'est l'État qui devrait même financer? C'est noté. Les priorités des candidats, ça devrait être quoi, selon vous, hein, Raoul Le Mopi? Alors, il faut dire que le COREC, c'est une organisation de la société civile qui a aussi une démarche politique. Mais politique ici, non pas au sens politicien du terme. Parce que notre aspiration n'est pas d'accéder au pouvoir. Notre aspiration, c'est d'influencer les décisions qui seront prises à l'endroit du corps enseignant. Par le prochain, par les prochains leaders politiques qui auront en charge la gouvernance de l'école. Nous avons présenté à tous les leaders, comme il l'a bien dit, nous avons présenté au professeur Kamto. Il nous a convoqués à Oja. On a eu une séance de travail. Je peux quand même dire que l'innovation chez le professeur Kamto, c'est qu'il nous a aussi présenté sa vision de l'école, avec son modèle, qu'il entendait maturer s'il était en capacité de gouverner. Mais là, il n'est pas candidat. Ça, c'est la particularité. Maintenant, nous avons rencontré le PUS. Il a dit, c'est vrai. Nous avons rencontré Bello Bouba Magari, le président de l'UNDP. Et aujourd'hui, nous sortons d'une séance de travail avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. En fait, quel est l'idéal que nous recherchons? L'idéal ici est que ceux qui auront la charge de gouverner le Cameroun
relève ou bien revoit à la hausse le financement de l'école au Cameroun. Actuellement, on est à 3% du PIB, là où la norme africaine oscille entre 6 et 8%. On est à 11% du budget, là où la norme africaine exige entre 19 et 22%. Et je veux dire qu'en réalité, on n'atteint même pas les 3% là. C'est ce qu'on déclare. C'est ce qu'on déclare. Je suis d'accord avec collègue, je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est ce qui est déclaré. C'est ce qu'il déclare. La deuxième des choses, nous voulons des garanties fermes des acteurs politiques sur le fait qu'une fois en capacité de gouverner, ils vont signer le décret d'application du statut spécial des enseignants. Nous voulons ces garanties. Ne pensez pas que, quand on dit qu'on ne peut pas donner un mot d'ordre, la condition actuelle des enseignants leur impose déjà une manière de voter. Il ne faut pas qu'on vienne se cacher sur les plateaux. Vous pensez que je peux voter pour quelqu'un qui est la source de mes misères? C'est ça toute la question. Mais qu'entre-temps, ils ont montré les garanties que peut-être pour une fois, s'ils n'ont pas pu apporter la démocratie, ni même le progrès, est-ce qu'ils ont montré la volonté qu'ils voudraient que les enseignants retiennent de ce dernier septennat l'image de celui qui a signé le statut particulier des enseignants? Est-ce qu'ils sont même dans cette démarche politique ou bien dans cette démarche morale? La dernière des choses, nous voulons amener ceux qui seront en capacité de gouverner demain, de définir avec des garanties la régularité de la tenue d'un forum national de l'éducation. On veut ces garanties que peut-être on dit c'est 2 fois, c'est tous les 2 ans, tous les 5 ans, c'est une fois tous les 4 ans. Ce sont ces choses que nous voulons. Et parce que de ce forum vont sortir les solutions aux problèmes des enseignants. En fait, de l'école en général. De ces grandes lignes-là, vont se dessiner, ici là, les garanties de la sécurisation de l'école camerounaise dans son entièreté. Parce que n'oubliez pas que l'école camerounaise aujourd'hui est devenue à peu près les 6 pieds de la République. Et nous pensons donc que, avant le 12 octobre, tous les enseignants au Cameroun seront clairement informés sur le profil type du leader à qui il faudra faire confiance. On attend votre profil. Merci Raoul. Docteur Niamsi Poudi, pour sortir le vainqueur de l'élection présidentielle, de votre point de vue, ce sera celui qui aura mis en priorité les problèmes de l'éducation au Cameroun? Vous saviez que je parlerai d'abord comme un homme politique. Évidemment. Pour dire face à cette indignation, oui, ça fait 18 ans que je fais de la politique. J'ai soutenu ça et là, c'est une vérité de changement. Et aujourd'hui, je suis arrivé à la parfaite conclusion que cette indignation est l'émanation d'un ras-le-bol. Vous comprenez? Lorsque vous aviez vu des enseignants pleurer croupis dans la misère, là, quand vous allez à la banque, le 25 ou 26 dans les bisecs, la Société Générale sans publicité, voir des enseignants après 60 ans qui n'ont pas quelque chose à prendre au guichet après 31 ans de service, il faut se dire qu'il y a la paupérisation de l'enseignant. Vous saviez que quand j'allais au lycée, mon proviseur avait une 504 comme voiture de service. Vous saviez que quand j'allais au lycée, mon proviseur avait une prime de logement et finissait à la retraite avec une maison bien construite. Aujourd'hui, il avait les congés payés. C'est pourquoi je suis nostalgique de Tedou Bassoro Charles, je suis nostalgique de Job Ongel Luison, je suis nostalgique du feu Samba Luison. Je suis nostalgique de M. Nseke qui a été proviseur au lycée bilingue de Daïdo, M. Nana au lycée de Bepanda, pour dire